mesdames, messieurs. Lac intercepte. Lance et court. Voilà votre but. Lac Lérissard sur la glace. C'est Lac Lérissard. Ces deux-là. Un lancer magnifique d'arrêt au Lac. Oh, le but. Bienvenue à l'Ultime Classement, ici Pierre Houde. Au cours du dernier siècle, peu d'honneurs dans le hockey se sont approchés de celui de porter le C du capitaine pour le Canadien de Montréal. Ils ne sont que 28 hommes à avoir eu ce privilège. Et parmi les noms soumis à notre comité d'experts, 13 ont leur place au temple de la renommée et 17 sont des champions de la Coupe Stanley. Le C sur un chandail est devenu synonyme de leadership. Le leader, celui qui fouette les troupes dans le vestiaire et sur le banc des joueurs. Cependant, plusieurs grands leaders n'ont pas eu leur place au top 10. Newsy Lalonde, capitaine à 3 reprises, a terminé au 11e rang. Doug Harvey s'est trouvé 12e. En voici les 10 plus grands. La tradition chez le Canadien voulait que le capitaine du club soit choisi par vote secret auprès des joueurs. Quand Vincent Danfous fut échangé aux Sharks de San Jose en 1999, on a encore une fois laissé le choix aux joueurs. À l'issue du processus, et bien que le public ne fût pas nécessairement unanime sur la sélection, c'est Saku Koivu qui a été choisi comme nouveau capitaine. Koivu finira par porter le C pendant plus de 10 ans. Malheureusement pour lui, ce furent des années de vache maigre pour le Canadien. Le règne de Saku Koivu a commencé difficilement. Il faut comprendre qu'à l'élection de Koivu, il y avait un autre candidat, c'était Shane Corson. Et Koivu a gagné parce qu'il y a eu le vote de tous les Québécois, de tous les francophones. Donc, ça a morcelé un petit peu le vestiaire et c'est peut-être ce qui l'a suivi pendant la durée de son règne. Moi, j'ai joué dans ce temps-là, mais je peux dire quelque chose que Saku essaie de faire souvent des parties pour l'équipe. On avait une partie de Halloween qui était supposée d'être chez lui. Toute l'équipe était invitée. Moitié de l'équipe est venue. Il était un leader discret, peu voué aux discours enflammés. Mais personne ne se donnait plus, corps et âme, que le petit joueur scandinave. En bout de ligne, seul Jean Béliveau a porté le C plus longtemps. Le fait qu'il soit parmi les 5 capitaines du Canadien à ne jamais avoir soulevé la Coupe Stanley n'enlève rien à cet homme qui fut l'un des joueurs les plus populaires de l'histoire du club. Dès le premier jour où Serge Savard s'est installé dans le vestiaire du Forum en 1967, tous reconnaissaient en lui un leader né. Un joueur qui pouvait exercer un contrôle autant sur l'allure d'un match que sur le comportement de certains coéquipiers à l'extérieur de la patinoire. Il a même couronné sa première saison comme capitaine avec une Coupe Stanley. Être le capitaine de la meilleure équipe de tous les temps peut sembler une tâche facile, mais Savard travaillait très fort pour éviter que ses coéquipiers ne sombrent dans la complaisance. S'il était temps de se rendre au sommet, ce l'est davantage d'y rester. Serge Savard a été une personnalité dans ce vestiaire. Un cerveau de la finance, les joueurs se tournaient vers lui pour obtenir des tuyaux et il y en a même plusieurs qui ont fait de bonnes affaires grâce à lui. C'était l'intelligence au milieu du vestiaire. Le sénateur, comme on le surnomme, remplissait ses fonctions avec beaucoup de doigté. Et ses collègues appréciaient notamment tous les sacrifices physiques de leur capitaine, souvent amochés au cours de sa carrière. Serge Savard savait comment gagner et il comprenait qu'il n'y avait souvent qu'un seul prix et un prix très élevé à payer pour le faire. Bien qu'il ne fût capitaine que 2 saisons, l'ensemble de son œuvre lui vaut une place à notre palmarès. L'année 1989 représentait la fin d'une époque. Les 2 derniers membres de la dynastie des années 70, Bob Gainey et Larry Robinson, ne portaient plus l'uniforme du Canadien. L'équipe devait donc choisir un nouveau capitaine et il y avait alors 2 sérieux aspirants. L'un d'eux avait gagné le Trophée Norris,
l'autre était multiple lauréat du trophée Selke. Les deux jouissaient d'une grande popularité auprès de leurs coéquipiers. Par le passé, la direction s'était interposée quand deux candidats finissaient ex aequo. Mais cette fois, on a décidé d'accepter le verdict du vestiaire. Alors, pour la première fois de l'histoire, Chris Chelios et Guy Carbonneau allaient tous les deux assumer le rôle de capitaine. La Ligue nationale de hockey ne permettant qu'à un joueur à la fois de porter le C, on a alors choisi le principe de l'alternance, à chaque mois. En bout de ligne, ce ne fut pas une situation idéale, les deux joueurs se sentant contraints d'agir à leur guise. L'expérience n'aura duré finalement qu'une saison, Chelios étant échangé à Chicago. C'est ainsi que Carbonneau prit le rôle à deux mains. Son travail hors pair en tant que centre polyvalent lui a mérité un 3e trophée Selke et il s'est inscrit dans la grande tradition d'un capitaine du Canadien en menant son club à la Coupe Stanley en 1993. Ce fut donc une grande controverse quand le CH décida d'échanger son 23e capitaine aux Blues de Saint-Louis en retour de Jim Montgomery. Ironie du sort, Carbonneau finira sa carrière avec les Stars de Dallas et remportera encore une fois la Coupe avec son vieux compagnon de trio, Bob Gainey. Fait intéressant, 2 joueurs du Canadien ont remporté la Coupe Stanley à chaque année où ils ont porté le C du capitaine. Le premier d'entre eux se trouve 7e à notre classement. Yvan Cournoyer est celui qui accueillit le trophée le plus prestigieux du hockey des mains du président de la Ligue nationale 3 années de suite, de 1976 à 1978. À regarder le Roadrunner au début de sa carrière, peu de gens auraient pensé qu'il serait un jour le capitaine de l'équipe, peut-être en vertu de sa petite stature ou encore de ses yeux d'enfant. Mais tout cela était bien trompeur. Cournoyer a acquis ses véritables qualités de leader en scrutant à la loupe les Jean Béliveau et Henri Richard. Quand le légendaire Pocket Rocket a pris sa retraite en 1975, c'était tout naturellement au tour de Cournoyer de lui succéder. C'était une équipe remplie de super vedettes, mais Cournoyer a su créer un environnement où les ambitions du club passaient avant les objectifs individuels. Il n'y avait pas de place pour les égos démesurés. Ce qui importait, c'était de gagner, tout simplement. Pendant ces années en tant que capitaine, Cournoyer a réussi à maintenir une production offensive remarquable. Mais des maux de dos et plusieurs chirurgies conséquentes l'ont finalement contraint à la retraite en 1978. Cournoyer fut l'un des meilleurs ailiers droits de tous les temps et son leadership, parfois sous-estimé, lui confère une grande part de l'héritage qu'il a laissé à son club. Voilà qui ouvre le bal sur le décompte des meilleurs capitaines de l'histoire du Canadien. Mais ce n'est qu'un début. Bientôt, la suite de l'ultime classement. De retour maintenant à l'ultime classement. Si on fouille un peu dans les archives du Canadien, on voit que tout a basculé en 1940, quand le 6e homme sur notre liste a été nommé capitaine. Hector Toblake était un Ontarien bilingue qui allait donner éventuellement un nouveau sens à ce rôle. Blake a établi de nouveaux standards pour ceux qui suivraient. C'est lui qui a su incarner le style de leadership qui permettrait aux Canadiens de dominer la Ligue pendant un demi-siècle. Blake fut le premier à créer une atmosphère familiale et à faciliter les liens fraternels entre les joueurs. Dans des organisations, il y a de grands joueurs de hockey. Et pour être à la tête d'une équipe aussi importante que le Canadien, ça prenait des hommes de décision. Et Toblake a été certainement celui qui a eu le plus grand impact sur la carrière de Maurice Richard. Ce n'est donc pas un hasard si le Canadien a gagné 20 de ses 24 Coupes Stanley après que Toblake soit devenu un membre à vie de l'organisation. Non seulement avait-il les qualités d'un grand leader, il savait les transmettre aux plus jeunes. Il a montré qu'il était un leader parce qu'après sa carrière comme joueur et capitaine, il a été l'entraîneur qui a connu le plus de succès avec les Canadiens de Montréal. Donc Toblake, c'est certainement le meilleur meneur d'hommes ou un des meilleurs d'hommes que le Canadien a eu. Hector Blake se classe 6e
mais pourrait aussi bien se retrouver plus haut sur la liste de chacun d'entre vous. Rarement une passation de pouvoir se sera déroulée avec aussi peu de controverses. Quand Jean Béliveau prit sa retraite, il passa tout naturellement le flambeau à un autre futur membre du Temple de la Renommée. Henri Richard avait déjà la tête grisonnante quand il a hérité du C du capitaine en 1971. Âgé de 35 ans, son nom paraissait déjà 10 fois sur la Coupe Stanley. À l'époque, toute saison du Canadien qui ne se terminait pas par une conquête de la Coupe Stanley était considérée un échec total. Il n'était jamais question de reconstruction. Il y avait toujours une vedette montante en gestation. Pendant le règne de capitaine d'Henri Richard, le tricolore préparait déjà sa prochaine dynastie. Et c'est Richard qui a donc montré la voie au Guy Lafleur de ce monde. En 1973, le Canadien a gagné la Coupe encore une fois. Ce sera la dernière des 11 conquêtes de Richard, un sommet dans l'histoire du sport professionnel. Quand on parle du Pocket, on parle trop souvent du Rocket. On parle du grand frère, on oublie ce que le petit frère était. Et quand on regarde les statistiques, l'histoire du Canadien, Henri Richard a sa place parmi les meilleurs partout. Il a assumé la transition entre Jean Béliveau et Serge Savard, entre une époque et une autre. Et il a très bien assumé ça. C'était pas un gros bonhomme, c'était pas un gars qui était fort. C'était un gars qui était rigide, par exemple, dans le vestiaire. C'était un gars qui allait voir les gars puis qui leur parlait directement, qui donnait des ordres. C'était un gars qui s'est jamais retenu par rapport à l'autorité. Il était tout d'un bloc. Et ça, c'était important parce que je considère que ça a fait une grande transition dans le vestiaire du Canadien, au même titre qu'il y avait une transition sociale dans la société. Le Pocket Rocket n'était pas le leader le plus volubile, mais quand il voulait communiquer ses sentiments, il suffisait de lancer un regard de glace ou un clin d'œil espiègle. Henri Richard faisait preuve d'un niveau d'engagement total et s'attendait à ce que le reste de l'équipe l'imite. Pendant une longue et rare séquence de défaites, il eut une prise de bec légendaire avec Serge Savard. L'atmosphère dans la chambre des joueurs était lourde et tendue. Plusieurs joueurs, dont Savard, s'opposaient à ce qu'on laisse entrer les journalistes. Le capitaine s'est alors levé en disant « Ouvrez-leur la porte, ils ont un travail à faire ». La réplique de Savard à son capitaine lui valut une gifle en pleine figure. Henri Richard fut un athlète d'exception. Il n'a porté le C que durant 3 saisons, mais son influence eut un tel impact que nos experts lui accordent le 5e rang. Cela peut paraître banal aujourd'hui, mais dans les années 40, un gaillard de 6 pieds 2 pouces et pesant 200 livres était chose rare au hockey. Mais en plus d'un gabarit qui se prêtait à merveille au hockey professionnel, Émile Bouchard avait aussi un tempérament et une personnalité hors du commun. Sa force physique légendaire n'était dépassée que par sa force de caractère. S'il savait protéger ses coéquipiers sur la patinoire, il savait surtout imposer sa vraie valeur comme défenseur à caractère défensif et comme force tranquille et stabilisatrice dans le vestiaire. Mais il s'attendait aussi à ce que ses coéquipiers ne ménagent aucun effort. À cette époque-là, c'était extrêmement important d'avoir un gars stable à la défense, qui protégeait tout le monde, qui était tellement solide que les joueurs adversaires avaient peur de passer sur son côté, et c'était un leader. Bouchard était aussi doté d'un humour légendaire. Farceur invétéré, gentleman, entrepreneur, Bouchard a longtemps été restaurateur et il était très près des partisans. Choisi comme capitaine en 1948, il occupera le poste pendant 8 saisons. Et malgré des problèmes au genou, il mènera son équipe à 2 conquêtes de la Coupe Stanley, incluant celle de 1955-56, sa dernière saison. Ce sera le premier de 5 championnats successifs. On parle de M. Bouchard. Hein? M. Bouchard, comparativement à beaucoup d'autres capitaines, n'était peut-être pas l'athlète le plus spectaculaire sur la patinoire, mais en termes de respect. On n'avait qu'à regarder Émile Bouchard et automatiquement, on le respectait pour ce qu'il a fait dans le hockey. Émile Butch Bouchard a contribué au lancement d'une dynastie, mais bien plus encore. Il ne reste que 3 noms à l'ultime classement des capitaines. Notre décompte se poursuit.
Les trois plus grands capitaines de l'histoire du Canadien ont plusieurs points en commun. Ils sont champions de la Coupe Stanley, membres du Temple de la Renommée et leur chandail a été retiré. Ce sont des figures d'une importance colossale dans l'histoire du Canadien. Quand Serge Savard a quitté pour Winnipeg en 1981, Larry Robinson et Guy Lafleur avaient plus d'ancienneté que le troisième homme sur notre liste. Mais les joueurs ont décidé que leur prochain leader serait un ailier coriace, reconnu pour son jeu défensif. Combien de fois est-ce qu'il a joué blessé? Combien de fois il a eu à rallier les troupes? Combien de fois on a su que Bob Gainey était blessé après des séries d'après-saison et des blessures graves? Quel meneur d'hommes! Bob Gainey, pour moi, est un des grands capitaines du Canadien. Si les bons leaders donnent toujours l'exemple, Gainey le faisait depuis longtemps, avec son niveau d'engagement irréprochable, à tous les points de vue. On peut aller jusqu'à dire qu'il a créé un nouveau style de jeu, polyvalent, défensif, mais aussi opportuniste en zone adverse. Et déterminé, bien sûr. Ses luxations aux deux épaules en série en font foi. Homme discret, Gainey ne cherchait pas les feux des projecteurs. C'était l'homme parfait pour mener la transition qui a suivi la dynastie des années 70. Calme, flegmatique, il était un rare élément de constance au cours d'une décennie où le Canadien serait dirigé par 6 entraîneurs différents, le légendaire Scotty Bowman ayant quitté pour Buffalo. La culture d'excellence était toujours présente dans le vestiaire du Canadien, mais les choses avaient beaucoup changé. Les Islanders de New York et les Oilers d'Edmonton étaient les nouvelles dynasties du hockey, et le Canadien, bien qu'il pouvait rivaliser avec l'élite, n'était plus aussi dominant. Il a donc fallu se rabattre sur le style du capitaine, pratiquant un jeu défensif, pragmatique et fougueux. Ce fut tout un ajustement pour les partisans du Forum, mais la nouvelle approche avait le mérite d'être efficace au point d'atteindre la finale de la Coupe Stanley en 1986 et de surprendre les puissants Flames de Calgary. Ce fut la 5e et dernière fois que Gainey soulèverait la Coupe. Il mènera son club jusqu'en finale 3 ans plus tard, mais cette fois-ci, les Flames prirent leur revanche au Forum. Gainey annoncera sa retraite quelques jours plus tard et prendra éventuellement sa place au rang des grands capitaines de l'histoire du Canadien. Plus tôt dans l'émission, nous avons souligné le fait que seulement 2 hommes ont soulevé la Coupe à chacune des années où ils furent capitaines. C'est maintenant le temps de révéler l'identité du deuxième. Il a arboré le C pendant 4 saisons, et toutes se sont soldées par un défilé rue Sainte-Catherine. Maurice Richard, le fameux Rocket, a dû puiser dans une immense réserve de détermination afin de simplement enfiler l'uniforme du Canadien. Le Québec ne vivrait pas sans Maurice Richard. Maurice Richard, même pour les jeunes qui ne l'ont jamais vu jouer, demeure l'idole du peuple. Il a marqué grandement le hockey au Québec. Quand Émile Bouchard fut contraint à prendre sa retraite après la saison de 1956, le C fut remis tout naturellement au joueur qui était devenu l'idole d'un peuple. Le Canadien était devenu une puissante dynastie et Richard mènera l'équipe avec son acharnement habituel. Taciturne et solitaire à l'extérieur de la patinoire, il se transformait en redoutable guerrier une fois rendu sur la glace. The greatest picture in hockey was probably the great picture of Richard and Jim Henry, Sugar Jim Henry, shaking hands at the end of that unbelievably brutal Boston-Montreal series. He was one tough son of a gun. Les autres le suivaient sans même qu'il ait à leur demander. Et même s'il pouvait parfois se laisser emporter par la colère, il était la fondation sur laquelle s'est construite la légende du Canadien. Le Rocket est devenu le symbole d'une émancipation sociale, certes, mais il fut aussi l'un des meilleurs capitaines que le Canadien de Montréal ait jamais connu. Ce sera bientôt le moment de révéler le plus grand capitaine de l'histoire du Canadien, à l'ultime classement. Il ne reste maintenant qu'à couronner le plus grand capitaine de l'histoire des Canadiens de Montréal. L'ancien commentateur de hockey à la CBC, Dick Irvin, fils, se plaît à raconter une anecdote concernant le respect que méritait notre grand numéro 1, même de la part des foules hostiles. Un soir, Irvin se frayait un chemin vers la passerelle de presse au Madison Square Garden, à New York, accompagné d'un grand monsieur distingué. Les partisans
ont immédiatement reconnu l'ancien numéro 4 du Canadien et se sont spontanément levés pour l'applaudir. Voilà le genre de respect que commandait Jean Béliveau, non seulement à Montréal, mais aussi parmi les ennemis jurés du tricolore. The great Beliveau to me was the classic hockey player. He's actually the most classy athlete I've ever met in my entire sporting life. I guarantee you Jean Beliveau was never booed in the city of Boston, probably the only player who ever wore the Canadiens' red sweater not booed in the city of Boston. Quand Doug Harvey fut échangé en 1961, les Canadiens s'apprêtaient à élire un nouveau capitaine. Béliveau n'était pas dans la mire. Tous s'attendaient à ce que Bernard Geoffrion soit élu. Mais les joueurs ont plutôt décidé d'honorer le grand athlète de Trois-Rivières. Surpris, il dira plus tard que ce fut l'un des grands moments de sa carrière. Béliveau, qui avait commencé à faire parler de lui à l'âge de 15 ans, a amené une dignité et une grâce au rôle de capitaine. Il est devenu le modèle à suivre. Son attitude se résumait ainsi. « Nous sommes des frères d'armes et je suis là pour vous. » Je l'appelle Monsieur Béliveau parce que c'est le capitaine qu'on voudrait tous avoir. C'est un gars qui était près des joueurs, mais en même temps qui respectait énormément la direction. La preuve, c'est qu'il est devenu ambassadeur du Canadien. La description de tâche était bien différente à l'époque. On s'attendait à ce que le capitaine agisse en bon père de famille. Il devait aider les joueurs dans toutes les facettes de la vie quotidienne. Si quelqu'un avait un problème de couple, Béliveau se trouvait immanquablement à la table de cuisine pour tenter de dénouer la crise. Si un coéquipier s'absentait pour la naissance d'un nouvel enfant, Béliveau se pointait dans la salle d'attente. Sur la patinoire, le grand Jean avait une prestance qui n'a jamais été égalée depuis sa retraite en 1971, l'année de sa dernière Coupe Stanley. He is the ultimate symbol of dignity in hockey. He played that way on the ice. He carried himself that way off the ice. I just can't imagine that any other player has carried himself in a more regal fashion than Jean Béliveau. Élégant, puissant, posé. C'était un joueur qui impressionnait non seulement ses coéquipiers, mais aussi les autres équipes, voire même les arbitres. Son vieil adversaire Gordie Howe, le légendaire joueur des Red Wings de Détroit, dira de Béliveau qu'il aurait fait un grand général militaire ou qu'il aurait pu être même premier ministre. C'était un leader d'hommes tout naturel. Le verdict de nos experts fut presque unanime. Jean Béliveau, le gros Bill, est le plus grand capitaine de l'histoire du Canadien de Montréal. C'est tout pour notre émission. Au nom de nos experts et de toute l'équipe, merci de vous être joints à nous pour l'ultime classement des capitaines. Ici Pierre Houd.